Alors, mon thème, mon approche, c'est le linceul de Turin, un défi à l'intelligence, à la foi et au courage, l'exigence d'une croisade, en un mot, un défi à la conscience humaine pour traduire, j'ai bien dit traduire en vérité en action, la certitude apportée par la science ontologique. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier. Bon, je suis content d'être parmi vous, j'ai bien entendu l'introduction. Et c'est une excellente introduction parce qu'elle fait apparaître les points délicats à surmonter. Effectivement, le fait que certains disent que le linceul est authentique, d'autres continuent à dire qu'il y a un doute et autre chose. Le fait qu'effectivement, je vous apporte une certitude sans réplique. Bon. Ensuite, l'idée de signe, est-ce un signe, est autre chose, et la question des mots. C'est extrêmement important. Icône, relique, signe sont des mots délicats et qui permettent d'ailleurs une certaine ambiguïté. Donc c'est très important et ça nous amène à la question du langage qui est essentielle et que j'ai dû donc surmonter. Donc merci encore. Alors mon état d'esprit à l'anticipation de notre rencontre, en repassant le film, puisque ça fait quand même tout de même 4 décennies, enfin 3 décennies, plus de 3 décennies que je suis rentré dans la carrière, si je peux dire, c'était un mélange de plusieurs sentiments sur la situation actuelle. D'abord, un dégoût devant la négation de l'immense travail qui a été fait par les pays principaux, peut-on dire, par les scientifiques du monde entier, et en particulier par les Français. Donc un dégoût devant la continuation du procès de Jésus dans ce linceul. Parce que le procès qui est fait au linceul, c'est la continuation du procès de Jésus, qui nous a été rappelé récemment à Pâques. Mon état d'esprit aussi, c'est le décalage entre l'infiniment grand du linceul et l'infiniment petit de notre attitude en face de son immense vérité. Je suis la voie, la vérité et la vie. C'est également une mesure, quand on se pense sur la question, de la bêtise humaine, de la mauvaise foi, de la vanité, du crime contre l'esprit et de l'inertie mentale qui nous caractérise et dont le linceul de Turin donne la mesure. Donc ça fait partie de mon thème sur la tête coupée ou la parole coupée qui a été vidée, bien entendu, par l'éducation dite nationale. Bon. Or, je dirais en point 3 que le linceul, c'est l'alpha et l'oméga de notre destin personnel. Ce n'est pas une distraction. De notre destin personnel et de notre civilisation. L'alpha et l'oméga. Ce n'est pas un sujet secondaire. Donc c'est un immense espoir à ne pas perdre, et c'est pour ça que je suis parmi vous ce soir. Donc mon propos, ce que je vous propose, c'est de mettre de l'intelligence, de la conscience et de l'action dans ce trésor qui nous est légué, dans cette forme de Nouveau Testament. Je vous dirai pourquoi. Donc je viens vous dire ce que c'est, ce que cela veut dire, ce à quoi sert cette pièce archéologique sans pareille. Et pour ça, il faut une méthode. Et la méthode que je vais vous exposer et qui a fait ses preuves, qui a triomphé à Paris puis à Rome, et encore, c'est la méthode crémaillère, qui permet d'avancer sans recul. Bon. Donc je viens vous prouver que le linceul est le point d'Archimède, pourrait-on dire Pantocrator, pour sortir de la situation que vous connaissez bien aujourd'hui. Enfin, je suis là pour vous donner l'élan décisif pour passer à l'acte. Parce que, écoutez, c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'acte. Donc, en introduction, je vous ai dit où nous sommes à lecture, quand j'ai préparé donc, cette rencontre, donc cet écœurement, et aussi sur cette situation de faux amis qui vous a été rappelée en introduction. Parce qu'il y a 3 camps principaux. Il y a les véritables négateurs, ceux-là qui sont assez faciles à détecter. Il y a les vrais amis, ceux-là il faut les compter. Et puis il y a les faux amis. Et le pire sont les faux amis, sont ceux qui restent dans l'ambiguïté, qui font des grimaces pour vous empêcher d'avancer. Alors d'où venons-nous ? Je vous l'ai dit,
il y a eu d'immenses travaux qui ont été faits. Il y a des matériaux immenses. Rien qu'en ce qui me concerne, mais c'est la partie stimologique. Donc j'ai écrit 5 livres sur le sujet. Il y a d'immenses matériaux. Logique, une construction, une architecture. Mais mon éditeur, François-Xavier Guibert, m'avait dit après le symposium de Paris, après mon intervention du 8 septembre 1989, m'a dit, vous avez fait une cathédrale. À l'époque, je trouvais ça un peu, bon, certes élogieux, mais effectivement, c'est une cathédrale. Et lorsque vous écoutez ce qui est dit actuellement, c'est un petit clapotis. Bon, les cathédrales, il faut savoir les reconnaître. Alors ensuite, où sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Eh bien, effectivement, j'ai lancé, donc à Rennes, le 23 octobre, la nécessité d'un musée. Il faut faire un musée pour rendre visible, pour que plus personne ne puisse dire « je n'ai pas vu ». Vous savez que la Tour Eiffel a été construite pour cacher le Sacré-Cœur. Eh bien, l'idée, c'est un musée pour cacher la Tour Eiffel. Vous voyez, c'est pas bon. Rendre visible la méthode d'invincibilité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a cet objet que vous pouvez voir. C'est pour ceux qui veulent le porter. Il faut témoigner. C'est l'idée de témoigner. Il y en a, si vous voulez, témoigner également. Et François-Xavier Guibert, l'éditeur, avait bien dit, c'est une guerre de communication. Parce qu'une vérité qui est dans un tiroir, c'est certes une vérité, mais ce n'est pas une vérité active. Et tout est fait actuellement pour nous cacher cette vérité, par tous les moyens. L'ambiguïté, dire que bon, nous allons le voir. Bon. Et donc c'est pour ça que je reviens à mes livres. Je vais vous dire pourquoi. Bon, après 30 ans, je constate que, comme je l'avais dit d'ailleurs, lorsque j'ai quitté le CIELT, j'avais dit, vous verrez, plus rien ne va se passer. Effectivement, plus rien ne s'est passé d'important, puisque la victoire du symposium de Rome, de juin 1993, est totalement passée sous silence. Ça en dit long sur l'importance. Bon. Donc, c'est une méthode que je vous indiquais, la méthode de conquête par l'événement. C'est-à-dire que, actuellement, notamment sur ce qui est appelé les réseaux sociaux, chacun parle dans son coin, mais ce n'est pas ça un véritable débat. Le débat, c'est le débat contradictoire, et si je peux dire, après on passe à l'étape suivante. Il y a un gagnant et un perdant, si je peux dire. Bon. C'est-à-dire que pour avancer, il faut qu'il y ait une vraie méthode contradictoire, et je vous montrerai comment elle a permis d'avancer en combat singulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement. Quand vous avez un contradicteur, il a raison ou vous avez raison. Mais il faut avancer. Donc, je vous présenterai rapidement, pour vous montrer comment cette méthode a été conçue, cette méthode d'invincibilité, comment elle a triomphé en présence des négateurs de l'authenticité, en particulier du carbone 14, qui ont été pulvérisés dès 1989-90, et certains sont en train de continuer à chercher. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du XVIIIe siècle, c'est cette phrase qui dit « Lorsque la vérité a été trouvée, chercher autre chose, c'est chercher l'erreur. » Donc tous ceux qui font semblant de chercher, c'est pour cacher que déjà la vérité a été trouvée. Il ne s'agit plus de trouver la vérité, il faut d'une part la propager, c'est la guerre de communication, si je peux dire, et en tirer les conséquences. Et le Christ est un signe de contradiction, le linceul est un signe de contradiction, évidemment, et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc je vous le présenterai, j'écris 5 livres sur le sujet, mais c'est pour la méthode qui correspond, chaque livre correspond à une bataille gagnée. Bon. Alors premier, c'est la science et l'épreuve du linceul, la crise épistémologique, la démonstration scientifique de l'authenticité. Ça, c'est le compte-rendu de ma conférence le 8 septembre 1989 à Paris, qui a triomphé devant le carbone 14 notamment. Ensuite, il y a le procès en contrefaçon. C'est la bataille de Londres, qui a été gagnée en face du British Museum. Il faut quand même le rappeler. Procès du linceul, le non-lieu du British Museum, dans le procès du linceul. Bon. Donc, ensuite, il y a eu les actes du symposium de Rome, que je n'ai pas là. C'est le triomphe du symposium de Rome a été acté. Il y a des actes qui rendent compte de tout ce qui s'est passé, pour que ça soit visible. Et les actes n'ont pas été contestés. Et ce qui donne la valeur des actes, c'est le grand silence. Quand vous dites une grande vérité et qu'il y a un grand silence, c'est la confirmation que c'est une grande vérité qui dérange. C'est un scandale. Parce que non seulement c'est le silence des négateurs, j'oserais dire des négationnistes, mais c'est le silence de ceux qui sont censés être des défenseurs du linceul. Et ils se font remarquer tout de suite comme de faux amis.
Ensuite, l'énigme du linceul, la prophétie de l'an 2000, qui rend compte de la méthode. Je vous en parlerai le plus rapidement possible. Et enfin, l'Église à l'épreuve du linceul. Parce qu'un grand scandale, c'est que le fait que le linceul ait été authentifié et reconnu par la science au symposium de Rome. Mais le deuxième grand scandale, il y en a d'autres, des médias, c'est que personne ne veut dire quel est le statut religieux du linceul pour l'Église d'aujourd'hui. Alors, d'un côté, on vous dit que l'Église n'a pas reconnu, d'un autre côté, on laisse parler de doute, on laisse le doute. Or, pour l'Église, le linceul est un faux. Mais comme nous sommes dans le monde du clair-obscur, elle ne dit pas que c'est un faux. Elle dit que c'est une icône. Et je vous donnerai un exemple alambiqué d'une phrase de Jean-Paul II qui a changé, et nous verrons pourquoi. Donc, ce que je voulais vous dire, je vois que vous êtes passionné, ça se lit dans vos yeux. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment, dans mon exposé. Il y a évidemment cette aventure scientifique, mais c'est ce que je dis dans l'énigme du linceul, que, donc, quoi de plus insignifiant qu'une pièce de sergé en lin qui a enveloppé un cadavre? Rien. À moins que ce linge, le linceul de Turin, ne constitue la pièce à conviction décisive dans l'affaire la plus explosive de la fin du siècle. Non seulement de la fin du siècle, mais du 1er siècle. Je vous rappelle que l'homme du linceul a été crucifié à la suite d'un procès. Était-il coupable? Et le linceul nous permet de répondre. Donc, vrai ou faux, je relate l'aventure scientifico-policière la plus exaltante que j'ai dû mener pendant 8 ans pour venir à bout de l'énigme. Et on découvre au fil de l'enquête que si nul ne possède l'enregistrement du Big Bang, en revanche, nous détenons, grâce à ce linge, celui de l'origine de notre ère. Le linceul de Turin, je n'en dis pas plus, c'est le film du moment fondateur de notre civilisation. C'est le dateur de notre ère. Il y a des gens qui veulent dater le linceul de Turin, mais ceux qui ont compris savent que c'est le linceul qui nous date. Vous avez tous des montres. Ces montres, c'est après Jésus-Christ. Après un événement qui ne s'est produit qu'une fois. Et si notre civilisation a été créée, c'est effectivement à partir d'un événement qui a tellement, je veux dire, frappé les imaginations et plus, eh bien, que c'est l'origine de notre ère. Et certains voudraient dire après de notre ère et plus après Jésus-Christ. Vous voyez, bon, là nous sommes dans un monde de guerre, si je peux dire. Et puis, le dernier, donc c'est ça, l'Église à l'épreuve du linceul. Et vous qui dites, l'Église est à l'épreuve du linceul. Donc autrefois, le linceul a été à l'épreuve de la science, c'est-à-dire que c'était à la science de dire s'il était authentique. Et puis après, c'est la science qui a été à l'épreuve du linceul lorsqu'elle a été divisée sur le carbone 14. Et maintenant, c'est évidemment l'Église à l'épreuve du linceul, puisque l'Église ne veut plus reconnaître le linceul, nous verrons pourquoi. Donc vous voyez que c'est une affaire, si j'ose dire, passionnante. Donc maintenant, la question que j'ai lancée le 23 octobre, c'est cette question de la croisade contre le négationnisme généralisé du linceul. Ce linceul est fait comme toute vérité pour être connu et produire ses effets. Et je rappellerai quand même, en direction des négateurs du linceul et de la vérité en général, cette phrase de Matthieu 23, 13, Matthieu ici présent, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y faites pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc la pire chose, c'est de fermer les voies de la connaissance et du salut. Voilà le sujet. Et je vous rappelle que Jésus n'a pas de parole plus dure que les paroles qu'il adresse aux pharisiens, aux hypocrites, aux scribes. Bon. Alors, première chose, premier sujet, si je peux dire, première étape de cette victoire en continu, c'est la science à l'épreuve du linceul, la crise épistémologique, la démonstration scientifique de l'authenticité. Bon. Alors, donc le début, je vais rapidement parce que je ne vais pas tout dire en si peu de temps, parce qu'effectivement le temps passe vite. Donc, langage du suaire, langage de la science, convergence et divergence, médium et message. C'est-à-dire que dans le linceul, il y a un médium, c'est l'objet, et le message, c'est qu'est-ce qu'il veut dire. Bon. Et tout a commencé, si je peux dire, pour mon intervention, par la datation carbone 14. Bon. La datation carbone 14 a créé une explosion, si je peux dire, incroyable dans le monde entier, puisque les médias que vous connaissez bien, tous de concert, ont dit tout à coup, le linceul de Turin date de 1260-1390, c'est un faux.
Et la communauté scientifique, je vous rappelle que le linceul de Turin est l'objet le plus chargé de sciences de tous les temps, travail immense, tout à coup, toute la communauté scientifique internationale engagée dans les recherches a été tétanisée, a été syncopée. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des spécialistes. Et les spécialistes ne peuvent répondre que de leur sujet. Et toute l'astuce, si je peux dire, de la datation au carbone 14, c'est de ne remettre en cause aucun travaux, de dire simplement, vous avez tous bien travaillé, mais, boum, c'était pas quand vous l'avez dit. Comment faire? Et donc, le linceul de Turin, qui était considéré comme authentique, eh bien, tout à coup, est devenu une image scientifique équivoque. Vrai ou faux? Comment sortir de cette ambiguïté? Quel fil Ariane utiliser pour en sortir? Et au début de ma conférence de l'intervention à Paris, je l'ai dit, j'avais dit, cet objet, il y a 2 faits scientifiques au départ. Et à la fin de ma conférence, il n'y en aura plus qu'un. C'est l'authentique. Et j'ai gagné. Bon. Et pas tout seul, puisque dans la salle, il y avait Mike Tite, le directeur du laboratoire de recherche du British Museum, qui était là pour, évidemment, défendre la thèse du faux. Et vous verrez ce qui s'est passé. Donc, le linceul est bien une provocation scientifique. Le linceul est bien l'acte fondateur de la religion du verbe. Et en utilisant la méthode macroscopique et microscopique, avec un triangle caractéristique, je ne veux pas trop vous le dire, mais je vais vous les montrer, parce qu'effectivement, il y a toute une méthodologie qui est ignorée, évidemment, à bon escient, qui a triomphé par ce genre de triangle épistémologique. Il est possible, j'étais dans le métro, quelqu'un m'avait vu mon travail que j'avais fait dans le train, m'a dit qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut authentifier le linceul? Ben, j'ai dit par les méthodes scientifiques, tout simplement. La méthode d'identification judiciaire. Il y a une méthode. Bon. Alors, ce que j'ai dit immédiatement, parce que les ânes disent qu'il y a une probabilité, c'est le pont aux ânes. Probabilité, c'est la manière de procéder du lâche. Ah, il y a une probabilité. Moi, je dis non, comment passer de la probabilité à la certitude? C'est une certitude à 100%. Je dirais presque à 200%. Bon. Alors, la position du problème qu'il y avait au départ, je vous l'ai dit, c'est une image équivoque. Effectivement. Et le carbone 14, c'était très astucieux. Il y a encore des disciples du carbone 14. Il se présentait comme le pape de tout, quoi. Le pape carbone 14 représente tout, représente la vérité absolue sur la date. C'est-à-dire, il n'y a plus que la révérence Saint carbone 14. Le carbone 14, j'ai fait rire la communauté qui était dans la salle à Paris en faisant rire tout le monde en disant mais qu'est-ce que c'est que le carbone 14? Rien du tout. C'est une sous-problématique de la datation qui est elle-même une sous-problématique du faux. Et tout le monde a ri, évidemment. Bon. Sauf peut-être Mike Tite, quelques autres. Bon. Alors, donc, pour en sortir, il fallait, si vous voulez, il fallait une méthode. Il fallait une méthode de synthèse. Et je ne suis pas tombé dans le piège qui consiste à m'intéresser à un objet secondaire qui était le carbone 14. Et ceux qui ont connu Serge de Beketch m'avaient dit, ce que vous avez fait me rappelle ce qui s'est passé pendant la bataille d'Angleterre. Les Anglais avaient des problèmes, évidemment, avec leurs avions, qui revenaient avec... Bon. Et un épistémologue avait été consulté pour savoir ce qu'il fallait faire. Alors, il lui a demandé d'aller voir les avions. On lui a présenté les avions. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, ça sont des trous. Alors, il a répondu, c'est simple. Les avions qui sont revenus avec des trous, ça veut dire que ce qui a été enlevé n'était pas utile. Donc, vous blindez autour des trous. Et c'est ce que j'ai fait pour le carbone 14. Je ne suis pas tombé dans le trou du carbone 14. J'ai fait. Alors, comment faire? Eh bien, il fallait cette méthode. Et la table, il fallait une table épistémologique, et c'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut décomposer dans une arborescence. Il faut mettre dans une arborescence, avec en haut, vous avez l'authenticité, tous les cas qui peuvent se présenter. Il faut tout étudier. Nous allons le voir. Bon. Ensuite, il faut une logique de la structuration fondamentale. Il faut une hiérarchie de l'enseignement et des opérations. Il faut utiliser et mettre en évidence toute la diversité des cas. Et ce qui a fait cette victoire, c'est que je suis sorti de l'ordre linéaire de la rédaction littéraire. C'est ce qu'utilisait Platon. Quand vous voulez embrouiller les gens, vous faites un discours, parce qu'on ne sait pas où ça passe. Mais quand vous représentez sous une forme de table, oui, non, à ce moment-là, comme je vais vous le montrer, vous avez la puissance de la surface par rapport à la ligne et personne n'échappe. Et pendant 1h30 à Paris, c'était toujours oui, non, oui, non, oui, non. Et au bout d'1h30, évidemment, le combat cessa faute de combattants. Et Mike Tite, je vous l'ai dit, est retourné à Londres et a dit « Nous n'avons jamais dit que c'était un faux ». Il a eu plus d'1h30 à la tribune. Il n'a rien dit.
la thèse du carbone 14 était mort, et nous verrons par la suite. Donc, je vais rapidement. Alors, donc, Maytag, ce qui était très important dans une démonstration, c'est le véritable débat contradictoire. Et il faut que votre contradicteur baisse les armes. Et c'est ça la puissance de la méthode scientifique, c'est quand elle est bien adaptée, il y a un gagnant et un perdant. Ce que je dis n'est pas forcément méchant, si je peux dire, mais il y a un perdant. Il y en a un qui a raison et il y a qui a tort. Et c'est ce qui a fait que les avions volent. Parce que s'il n'y a pas de certitude dans la science, les avions, tout à coup, s'écraseraient quand on découvrait que la loi qui les a portés était fausse. Il y a des personnes qui pensent que la science évolue. Non, la science n'évolue pas puisqu'elle est basée, je rappelais quelqu'un il y a quelque temps, elle est basée sur le reproductible. La science, c'est reproductible. Bon. Alors ensuite, donc tout ceci, je l'ai indiqué. Et on va continuer à avancer. Alors ensuite, la deuxième étape, après Paris, donc à Paris, devant Maytag, j'ai dit 3 choses. 1, j'ai démontré que le linceul est scientifiquement authentique au 3e degré par défaut, parce qu'un authentique, il y a des degrés. Alors je vais vous dire, on va verra après rapidement. Bon. Deuxièmement, j'ai dit que la datation carbone 14 était scientifiquement fausse, et il n'a pas répliqué. Et troisièmement, j'ai dit l'hypothèse du faux médiéval n'est pas constitutif. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'un faux, c'est un authentiquement faux. Il ne suffit pas de dire que c'est faux. Il faut dire pourquoi c'est faux, comment c'est faux, qui a fait le faux et en quoi c'est faux. Donc un faux, c'est un authentiquement faux. Il ne suffit pas de dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et quand vous allez jusqu'au bout, bien, si vous avez raison, et ça marche. Bon, alors, là vous avez le procès en contrefaçon. C'est-à-dire que Maytag, donc je rappelle le directeur du laboratoire de recherche du British Museum, qui coordonnait les 3 datations, Tucson, Arizona et Zurich, est retourné à Londres. Mais ils ont fait un faux pas. Et ce qui est intéressant, c'est que moins par moins égale plus. Quand quelqu'un fait un faux pas, quand vous contestez le faux pas, eh bien vous remettez les choses à l'ordre. Donc c'est intéressant les faux pas, parce que ça permet d'avancer. Sauf pour les boiteux. Bon. Eh bien, à Londres, ils ont fait une grande exposition en 1990 sur les faux. Et, bien entendu, le linceul était au milieu. Le linceul était mis en acte d'accusation. Et là, il y a quelqu'un du CIELT, je dirais d'ailleurs son nom, c'est M. Boursier de Carbon, qui est allé à Londres. Il a vu quel était le catalogue, il a regardé ce qui s'était passé, et ça nous a permis d'échanger des courriers. C'est ça le débat contradictoire. C'est-à-dire que nous avons dit, donc c'est cette lettre qui est ici, que j'ai publiée ici, donc en écrivant au British Museum, en disant très sommairement, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un faux? Et ce qui est intéressant, c'est que le British Museum dépend de la reine. Ils ont commencé à avoir peur d'avoir un coup de baguette de la hiérarchie. Donc ils ont répondu ce qu'il fallait. C'est il faut utiliser tous les moyens. Et la réponse qui a été faite, elle est tout à fait intéressante. C'est celle-ci, la réponse. Et il dit bien, la photographie du linceul était inclusive. Déjà le mot inclusive, vous savez, bon... inclusive comme illustration d'une récente et très largement connue utilisation de la datation au radiocarbone. Il n'était pas question de suggérer que le linceul avait été créé comme un faux. Ah oui, on met une représentation du linceul en plein milieu d'une exposition consacrée au faux, et il dit « Ah mais non, mais c'était pas du tout pour dire que c'était un faux, c'était... non, pas du tout. » Et pour clarifier ce point, nous avons ajouté une étiquette explicative. Donc nous avons tordu le bras, et nous les avons obligés aller dans le sens de la vérité. C'est ça le véritable débat démocratique, mais contradictoire. Et ça, c'est intéressant. Et non seulement ils ont fait ça, non seulement ils l'ont écrit, non seulement ils ont dit que le linceul il n'était pas question de dire qu'il était un faux, mais ils ont mis une étiquette et ils ont changé le catalogue. Et changer le catalogue, vous voyez, la puissance de la méthode crémaillère, la puissance scientifique, la méthode de non-contradiction. Eh bien, nous l'avons là, et puis alors, vous allez voir, c'est comme ça qu'on avance, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est comme dans une guerre, il faut gagner du terrain, et il faut effectivement faire... Donc le catalogue, je vous le montre, parce que tout ce que je dis est prouvable, et c'est pour ça qu'il faut publier, si vous voulez. Ça, c'était ce qu'il y avait dans le premier catalogue, avant l'intervention du CIELT, le vrai CIELT, celui dont j'étais vice-président, pour rien vous cacher. Qu'est-ce qu'un faux, et pourquoi les faux sont-ils faits? Est-ce que le faussaire de l'homme du linceul de Turin, il a bien dit après, il n'était pas question de montrer que c'était un faux, mais dans le catalogue, c'était marqué. Est-ce que le faussaire du linceul de Turin et ceux de l'homme de Pildomne avaient les mêmes motivations? Ça, c'est là. Et puis après, notre intervention, il a fallu qu'ils changent. Il a fallu qu'ils changent. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont changé le catalogue. Je vous lis
la correction. Qu'est-ce qu'un faux et pourquoi les faux sont-ils faits? Donc ça recommence de la même manière. Et puis, est-ce que les faussaires de la lettre de Zinoviev et ceux de l'homme de Pildown avaient les mêmes motivations? Le linceul de Turin était parti. Ça, c'était bien la preuve que la propre institution qui coordonnait la datation CAL 14 a rendu les armes. Voilà. Et ça, c'était pas terminé. Parce que quand on tient le bon bout, il ne faut pas le lâcher. Et il y avait après, je vous le dis simplement, la définition 317 qu'ils ont mis, dans laquelle il est bien explicite que la définition qui est donnée, c'est bien la définition d'un authentique. Je peux vous le lire, mais nous avons un certain temps. Mais 317, définition 317 du British Museum. Bon, donc ce qu'il faut dire simplement, la première photo, je vous lis rapidement parce qu'il faudrait tout lire. En 1898, la première photographie de Suher révéla que lorsqu'elle est vue en négatif, l'image est frappante de vraisemblance de vie, j'ai dit bien de vie, cette découverte et les résultats médicaux ultérieurs, notamment de Pierre Barbet, ont satisfait aux suggestions que le linceul pouvait être considéré comme authentique. Voilà ce que vous cachent tous les baveux, si je peux dire, les plats à parleurs qui parlent du linceul, chacun raconte sa vie, mais il faut faire ça comme dans une enquête policière, comme dans un procès, il faut les pièces, code 1, code 2, code 3, et à ce moment-là, on avance. Mais c'est ceux qui ne veulent pas qu'on avance, qui continuent leur petit cinéma. Bon, alors après, ce livre a rendu compte de toute la succession des travaux qui ont été faits, en particulier du Symposium de Rome. Donc, victoire de la méthode au Symposium de Paris et triomphe à Rome. À Rome, nous avons fait ce qui n'a pas été fait lors de la fameuse crise du coronavirus, c'est de réunir les meilleurs professionnels et, selon une méthode contradictoire, et de conclure. C'est-à-dire qu'il y a eu 18 nations qui ont été réunies à Rome. Tous ceux qui avaient travaillé sur le linceul étaient représentés, sur toutes les disciplines, selon un schéma démonstratif. C'était exhaustif, c'était représentatif et conclusif. Il y avait 7 lignes de conclusion. Bon, et ça, avec, en présence d'ambassadeurs de France auprès du Saint-Siège, etc., etc. Bon, et ça, c'est rappelé ici. Alors, ce qui est important à retenir, bon, il y avait eu un incendie en 1997. Et la question qui s'est posée, au fond, si le linceul disparaissait, qu'est-ce qui disparaîtrait? Est-ce que c'est un souvenir ou est-ce un objet qui a un rôle à jouer? Oui, puisque c'est la pièce à conviction. Vous voyez? C'était la pièce à conviction, la preuve du fait fondateur du christianisme. Bon. Bon. Et alors, donc, je rapporte rapidement ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un a dit récemment, j'en parlerai ultérieurement, que le linceul, il suffit de regarder, qu'il n'y avait pas à réfléchir. Faux. En voyant, on ne voit, effectivement, on voit cette représentation, mais on ne voit pas ce qu'il y a à voir. Et donc, dans la démonstration, je vais rapidement, la première chose à comprendre, c'est la non-reproductivité. C'est encrypté. C'est encrypté. Donc, c'est verrouillé. Bon. Et ensuite, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il fallait la méthode des systèmes experts pour couvrir toute la problématique et qu'il y ait une étanchéité totale, par oui, non. Et c'est ce qui a triomphé à Paris. Bon. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le linceul permet de voir d'une manière indirecte. Il faut passer par un appareil photographique. Donc c'est une image automatique. Elle s'est faite automatiquement. Il n'y a pas la main de l'homme. Donc ça passe par la science et ça passe par la compréhension. Donc le linceul est bien un objet de science d'abord, pour les scientifiques. Bon. Ensuite, bon, il a été démontré, j'ai démontré que le faussaire n'était pas possible. La salle arrive, bon, ça a été repris par Van Kevelaert d'ailleurs dans un numéro. Bon. Ensuite, effectivement, quand vous présentez les choses d'une manière invincible, eh bien il y a un choc. Il y a eu un électrochoc à Paris. Finalement, la salle s'est levée et j'étais le seul à oser affirmer que le linceul est authentique. Pourquoi? Parce que la communauté scientifique avait peur, comme maintenant. Les Français ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Et ils avaient peur du ridicule. J'étais passé la veille et j'avais dit on peut le dire, on ne peut pas le dire, c'est faux. Non, il fallait l'affirmer. Et donc, ça a été un triomphe. Je le rappelle dans ce livre, que dès le départ, la datation Capone 14 a donné un niveau de signification de 5%. Et quand vous aviez notamment le Vatican qui a dit qu'il y avait, disons qu'une fiabilité de 95%, non, c'est d'abord de 5%. Et c'est 95% si les 5% sont dans le bon point. Donc c'était nul, archi nul.
Donc, si vous voulez, il y a actuellement une révérence à l'autorité, à la fausse autorité, qui est dramatique. Bon, et c'était ce piège du carbone 14 c'est ce piège qui a imposé le recours à l'épistémologie d'une méthode qui a permis de séparer le vrai du faux. Alors, effectivement, les Américains, par exemple, étaient terrorisés par l'idée de faire un test de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas voir Jésus-Christ. Il y a l'homme du linceul, et puis on verra qui c'est après. Donc vous mettez dans la boîte ce qui effraie, le côté religieux, et puis vous avez une boîte scientifique, et puis après vous regardez ce qu'il y a dans la boîte. Mais c'était ça qu'il fallait faire. Bon, au départ, il y avait une évidence impossible, donc il fallait un échafaudage, il fallait être à la recherche de la méthode. Alors la méthode, je l'ai trouvée comment? Parce qu'on disait oui, c'est non, c'est ce qui a été rappelé en introduction, il y en a qui disent blanc, l'autre qui dit noir, etc. Et je me suis dit, au fond, quelle est la seule certitude? Ben, il existe. Personne ne peut le contester. Donc il a un générateur. Donc trouver quel est le générateur de cet objet qui existe, c'est trouver s'il est authentique ou non. Et j'ai établi qu'il y avait 5 générateurs possibles, soit un artiste, soit un faussaire, soit un cadavre non identifié, soit le cadavre de Jésus de Nazareth, soit un cadavre et un linge qui portent quelque chose, une information qui a rapport avec la résurrection, ce qui dérange tout le monde. Parce que dès le départ, lorsqu'après la première photographie de Secondopia du 28 mai 1898, il y a ceux qui ont dit c'est miraculeux et les autres qui disent ah ces chrétiens ils sont capables de toutes les falsifications pour faire croire à leur histoire, eh bien déjà les falsificateurs, ceux qui étaient les thèses de la falsification, ont montré leur mauvaise foi. Parce qu'ils auraient dû dire ah enfin on tient le linceul de cet imposteur, eh bien il prouve qu'il est mort. Mais il ne prouve pas qu'il est ressuscité. Mais dès le départ, ils se sont dit, aïe, 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 si on commence à reconnaître que c'est authentique, oh là là, on va mettre le doigt dans l'engrenage de la résurrection. Donc déjà, ils étaient de mauvaise foi. Parce qu'au départ, le linceul ne prouve pas la résurrection. Il prouve la mort. Et ce qui prouve la résurrection, c'est ce que j'ai appelé l'impression retrait sans contact, le 18e point. C'est justement la force du linceul et dans sa faiblesse, c'est que tout repose ne tient qu'à un fil. C'est Jacques Pradel qui dit, parfois la vérité ne tient qu'à un fil. Jacques Pradel, qui a fait une très belle émission sur le linceul, qui a eu lieu et qui a été présenté. Donc, effectivement, tout retient sur l'impression retrait sans contact des fibrilles de lin et des caillots de sang. C'est là la preuve. C'est la preuve de la dématérialisation de Napoléon. Bon. Alors, il y a les 5 générateurs, il y a eu le plan de bataille, et la stratégie, c'était l'élimination des contradictions. Donc, par exemple, Tite, c'était une contradiction qui a été éliminée. Bon, le British Museum, contradiction qui a été éliminée. Et à force d'éliminer, on avance. C'est ça, la science. On élimine les contradictions. Et le critère de vérité, c'est la non-contradiction. Sauf, dans le cas de Jésus, c'est le signe de contradiction qui permet d'arriver à la vérité. Vous voyez, on ne s'en sort pas. Bon. Alors, l'impression retrait en contact, le 18e point, je pourrais vous lire, mais je vois qu'il faut avancer. Mais alors, ce qui est très important pour comprendre, parce que ce qui est simple s'explique clairement. Vous appliquez la méthode d'investigation judiciaire, médico-légale. Bon. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a un linge. Bon, il est authentifié. Bon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le linge a enveloppé un cadavre. Très bien. Bon. Et la question, c'est comment est-ce que vous voyez que c'est un cadavre? Vous authentifiez, oui, il y a eu un cadavre, et vous savez qu'un cadavre est attaché au linge par le sang. C'est ce qu'a très bien étudié Barbet, c'est qu'il y a un phénomène de fibriolyse qui fait que les caillots de sang deviennent liquides, et il y a un phénomène de décalque. C'est Barbet, chirurgien de la Première Guerre mondiale, qui l'a très très bien. Et je vous invite à lire ses livres, Les 5 plaies, La passion selon le chirurgien, et personne n'en parle, justement. Bon, c'est vraiment un travail extraordinaire. Donc il y a eu un cadavre. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un cadavre dans un linge? Soit vous le laissez, il pourrit, et puis tout disparaît. Bon, il y a beaucoup de crucifiés, hein. Bon, mais on n'a aucun linge qui porte la trace d'un crucifié. Bon. Ou alors, si le linge n'est pas détruit, c'est qu'il a été enlevé. Mais si vous enlevez un linge, un cadavre d'un linge, vous avez déjà eu une enlevé le pot, eh bien, ça s'arrache. Il y a des traces d'arrachement. Et c'est le très beau travail qu'a fait Barbet, d'abord, il faut le dire, les Français quand même, et puis qu'ont confirmé les Américains, le SURP, en 1978, c'est qu'il y a au microscope, qui grossit une pièce d'1 franc à l'époque, à la hauteur de la Tour Eiffel, on ne voit pas de traces d'arrachement, ni de linge, ni des fibrilles de lin, ni des fibrilles de sang. Il n'y a aucune trace. Donc, c'est ce que j'appelle le retrait sans contact. Le corps a disparu, s'est détaché, s'est volatilisé, si je peux dire, sans contact. On ne voit pas disparaître. Bon. Et puis, il y a l'impression sans contact, c'est l'image. Et là, le mot qui correspond à cette disparition,
c'est la dématérialisation. C'est ce que m'a inventé l'abbé Pierre. Il m'a dit, pourquoi parlez-vous de dématérialisation? J'ai dit, parce que c'est le mot disponible, apparu dans le dictionnaire en 1938. C'est-à-dire disparition de particules accompagnées de dégagement de chaleur. Eh bien, disparition de particules, c'est le corps. Dégagement de chaleur, c'est la roussissure qui donne l'image. Voilà. Donc ça c'est ce que permet de comprendre la science. Donc, l'ultime fait, c'est et ça, c'est la signature de Jésus-Christ. La disparition du corps. Alors, vous êtes en présence de deux. Le linceul ne prouve pas que Jésus était vivant. Le dernier ticket scientifique va jusqu'à la dématérialisation. Donc, ce qui est extraordinaire pour l'intelligence, pour ceux qui en ont encore, après l'éducation nationale, donc plutôt ceux qui n'ont pas le bac, bon, eh bien, c'est que les autodidactes, c'est que vous avez deux pièces archéologiques. D'un côté, le linceul, c'est le médium, si je peux dire, que l'on peut faire parler, je viens de vous le dire. Et puis, il y a les évangiles qui sont une autre pièce archéologique. Et les deux racontent une histoire, entre guillemets, impossible. Le linceul de Turin, l'histoire d'un corps qui a disparu mystérieusement, si je peux dire, même si on peut l'expliquer scientifiquement, parce que si vous voulez, une réaction nucléaire à basse énergie, ça se conçoit, si vous voulez. Et puis, vous avez de l'autre côté les évangiles qui racontent l'histoire du résurrection. Bon, les deux sont, évidemment, semblent impossibles à première vue. Eh bien, les deux se confortent. Le linceul, vous avez dans un grenier une histoire bizarre d'une résurrection, tout à coup, vous avez un linge, vous l'étudiez scientifiquement, et vous voyez que les deux coïncident. C'est-à-dire d'un côté, vous avez un médium qui vous raconte l'histoire d'une disparition, et de l'autre côté, vous avez la solution. Donc le linceul et les évangiles s'auto-authentifient réciproquement. Alors ça, c'est évidemment, c'est quand même tout à fait stupéfiant. Bon. Alors, là, nous tenons quoi? La preuve à la hauteur de l'apostasie. Et j'allais dire de la destruction de l'intelligence, de la foi, de tout ce qui caractérise disons que l'intelligence, la foi, le courage, actuellement. Nous sommes à un point bas. Et donc, cette preuve nous est donnée maintenant, elle est à la hauteur du précipice de l'apostasie générale, à commencer par celle de l'Église. Alors là, on tombe sur un problème. On dit, comment est-ce qu'on peut représenter ça? Ben, c'est l'histoire de la balise. On peut considérer que l'Église, de Jésus-Christ, si je peux dire, émettait un message. Et ce message devait être transmis par l'Église, en permanence, c'est le message des évangiles. Depuis, je vous rappelle, la Pentecôte. Allez enseigner les nations. Bon. Et tout à coup, il y a une autre balise qui est le linceul, mais qui est là, mais on ne connaît pas son message. Puisque je vous l'ai dit, le secret du linceul est dans les fibres de lin. Mais il fallait que la science fasse parler, disons que ces fibres, pour qu'on découvre l'impression au trait sans contact, qui a frappé d'ailleurs Van Kovlart, d'ailleurs, qu'il a repris dans Claude et le Christ. IRSC, ça l'a plu. Bon, voilà. Et donc, bon, les deux sont là. Et puis, en 1898, le 28 mai, la balise linceul s'allume scientifiquement. On voit que c'est un objet scientifique qui a la preuve et l'effet contraignant de toute démonstration scientifique. Mais ça commence, la démonstration commence, etc. Et puis l'Église et le linceul marchent de concert. Les deux propagent le même message sur la résurrection. Et le message important, c'est la vraie religion. Parce que vous comprenez bien que si le linceul fâche, c'est que si le linceul est authentique, puisque le linceul est authentique, puisqu'il prouve la résurrection, il y a un avantage concurrentiel, dirait-on, qui est gênant pour les autres. C'est-à-dire que pour l'œcuménisme, c'est quand même pas très bon. Hein, s'il n'y a qu'une vérité, s'il n'y a qu'une religion qui porte la vérité et le salut, aïe, 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 ça, c'est pas très bon pour pouvoir parler. Bon. Et donc, ça marche. Vous avez des études. Pie XI, qui était un scientifique, étudie le linceul. C'est confirmé d'ailleurs par Pie XII. Pie XII, nous en parlerons peut-être. Et Pie XII met en rapport la sainte face de sainte Thérèse de Lisieux avec le linceul. Donc tout est cohérent. La théologie, la science, etc. Et puis patatrac, tout à coup, c'est l'Église, je tiens à le dire, qui demande la datation au carbone 14. Ça, c'est pas connu. Parce qu'on nous fait croire que c'est contre l'Église ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est l'Académie pontificale des sciences qui a été engagée dans la datation 14. Je l'ai appris par ma méthode. C'est-à-dire que j'avais dit à professeur Lejeune, mais je dis, mais comment vous êtes membre de l'Académie pontificale? C'est pas à nous, Cielt, de faire ça, c'est à l'Académie pontificale des sciences. Pontificale, c'est religieux, des sciences, c'est scientifique, c'est à vous de le faire. Il dit, non, c'est pas à nous.
Au début, je l'écoutais. Puis après, à l'occasion d'une chose que je raconte dans ce livre, un petit incident, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on nous raconte là, on nous embrouille. Et donc j'ai écrit à Nicolas Cabibaud, président de l'Académie pontificale des sciences, et je lui ai dit, écoutez, nous vous invitons à Rome, et c'est parce que vous n'avez pas été engagé dans la datation 44 que ça s'est si mal passé. Il dit, mais non, 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 il répond, c'est publié dans les actes. Tout ça, c'est publié, ce que je dis. Nous sommes dans un procès. Il y a des cotes, n'est-ce pas? Bon. Et il dit, non, il est de mon devoir de vous dire que nous avons été engagés en temps, etc. Ah! L'Académie pontificale a été engagée dans une datation foireuse. Alors, ça nous amène à la question suivante. On va y revenir. Je reviens aux balises. Donc, tout à coup, le 13 octobre 1988, le cardinal Balestrero, cardinal pontifical custode du linceul, donc annonce la datation carbone 14. Ça a choqué personne. Qu'un cardinal archevêque annonce une datation carbone 14? Non, mais pourquoi est-ce que ce n'était pas les dateurs? Parce qu'il fallait faire taire les chrétiens. Il fallait que ça soit l'autorité religieuse qui dise « c'est moi qui vous le dis ». Donc déjà, c'était quand même assez bizarre. Mais ce qui a choqué la presse italienne, c'est que le cardinal Balestrero disait en gros, écoutez, je suis content parce que j'étais le custode, c'est-à-dire je gardais le linceul, je ne croyais pas qu'il était authentique, mais maintenant je sais qu'est-ce que je suis soulagé. C'était la tonalité. La presse italienne était très choquée. Quoi qu'il en soit, le linceul de Turin, qui était authentique du point de vue de l'Église depuis 1471, c'est-à-dire le pape Sixte IV, est tellement convaincu, parce que c'était à l'occasion de la querelle du sang, la question que l'Église s'était posée, c'est est-ce que le Christ est remonté au ciel avec tout son sang? C'est ce qu'on appelle la querelle du sang. Et alors le linceul était là pour témoigner du fait qu'il est resté du sang. Et cela a amené donc Sixte IV, dont le père était tisserand, enfin connaissait bien, parce que c'était pas... Il ne faut pas penser que la science ne date que de maintenant, si vous voulez. Eh bien, donc, il l'a authentifié. Ça a été republié en 1473. En 1506, Jules II a institué la liturgie de la messe du Saint-Suaire, le 4 mai, encore célébrée par les pénitents rouges à Nice. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est de Nice dans la salle. Voilà, bon. Et donc, le linceul était vraiment authentique, faisait partie de la liturgie, était annoncé comme authentique linceul jusqu'au 13 octobre 1988. Et il fallait que ça soit un cardinal qui annonce la datation du carbone 14, donc il est apparu maintenant que c'est une datation qui a donné un résultat faux. Voilà. Alors la question maintenant, la balise, on a tout à coup les deux balises, l'Église et le linceul, qui témoignent de la même preuve de la résurrection, et tout à coup, il y a une balise qui s'éteint, non seulement c'est l'Église, mais qui conteste le linceul. C'est que l'Église ne veut pas reconnaître l'authenticité du linceul. C'est une preuve un peu en négation. Et ça, elle est tellement honteuse qu'elle ne le dit pas. Alors, il y a un mot, parce que, vous savez, les politiques ne sont jamais avares de mots, c'est une icône. Alors, on pense aux Russes. C'est une icône. Et le cardinal Saldarini, qui prendra la suite, dira, pour le centenaire, il osera dire pour le centenaire scientifique du linceul, j'étais présent, c'est une icône, ce n'est pas une relique. Ne laissant aucune chance. Donc, eh bien, pour l'Église, c'est un faux, c'est un artefact. Et quand il y a des ostensions qui sont organisées depuis cette date, c'est l'Église qui dit « venez voir mon faux », en quelque sorte. C'est une mystification. Voilà où on est. Donc, actuellement, le linceul reste la seule balise, et on peut penser, évidemment, au signe de Jonas, lorsque Jésus dit « vous n'aurez qu'un seul signe, c'est le signe de Jonas ». Et effectivement, si on parle en termes de signes, en termes scientifiques, le linceul est une preuve, mais en termes religieux, c'est un signe, c'est-à-dire qui indique, si vous voulez, une réalité d'ordre religieux. Je vous rappelle que, bon, c'est une... Alors, donc nous arrivons à peu près à la fin. Je ne vais pas vous indiquer. Donc Pie XII, en 58, approuve l'image en association avec la dévotion en Dieu. Donc nous arrivons à la fin, à conclusion. Donc nous avons fait à peu près le tour et nous pourrons passer aux questions. Donc je vous ai dit que le linceul est un défi à l'intelligence, à la foi et au courage, qui répond, si vous voulez, notamment à l'apostasie actuellement. En un mot, un défi à la conscience humaine, parce que nous sommes dans une inconscience incroyable. C'est-à-dire avoir, pas que sur le linceul, mais le linceul, c'est la figure emblématique de la renonciation de l'intelligence et de la conscience de notre époque. Donc, c'est un défi pour traduire en vérité et en action la certitude apportée par la science sur le linceul de Turin. Mon propos était de vous montrer comment mettre de l'intelligence, de la conscience et de l'action dans ce trésor qui nous est légué, par cette méthode invincible qui a triomphé. Je pourrais donner d'autres exemples, mais je vous en ai donné, notamment vis-à-vis du British Museum. Et à Rome, il y avait Monseigneur Saxer, qui était recteur de l'Académie pontificale d'archéologie.
Alors j'ai eu plaisir à l'inviter 3 fois, parce que j'adore faire venir les contradicteurs. Bon, comme en escrime, c'est toujours agréable de faire venir quelqu'un. Bon, et il n'a pas osé venir, parce que sa thèse, c'était que le linceul avait été fait par des chrétiens qui avaient simulé un linceul en crucifiant des personnes pour faire croire à la résurrection. Voilà à quel degré de folie on en arrive. Monseigneur Saxer. Bon, je l'ai invité 3 fois. Il n'a pas osé se présenter, parce que le ridicule, quand même, tuait encore. Bon, alors, je vous ai dit ce que c'est, ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Ce qu'il est, le linceul, l'objet de science, de plus chercher de sens de tous les temps, la preuve irréfragable, c'est un terme juridique, de la résurrection. La preuve irréfragable. Deuxièmement, ce qu'il veut dire, c'est un objet de foi. Il y a des personnes, vous avez notamment un certain petit-petit-fils qui dit que ce n'est pas un objet de foi. C'est le premier objet de foi, puisque c'est devant le linceul que Jean vit, il crut. Et grâce à nos microscopes, nous pouvons mieux voir Jean que Jean ne le vit. Bon, donc c'est un objet de foi. C'est le premier évangile de la résurrection, puisque c'est lui qui apporte la bonne nouvelle en premier. Il y a des personnes qui disent c'est la 5e. C'est le 5e évangile, mais ils ne savent pas compter, ça c'est les maths modernes. Ce qui vient en premier, c'est le premier. C'est le premier évangile de la résurrection. C'est l'alpha et l'oméga du christianisme, c'est vraiment le Nouveau Testament réactualisé. À quoi sert-il? C'est la pièce à conviction qui clôt le procès de Jésus. Vous savez, il blasphème. Quand même, il faut se rappeler quand même, c'était pas mieux. D'authentifier, le linceul devient authentifiant et disqualifiant. C'est la balise épreuve à charge vis-à-vis, de l'Église. Preuve par sa négation. Des autres prétendues religions. Vis-à-vis de la religion laïque négationniste qui est au pouvoir. Vis-à-vis de la politique de déchristianisation de l'État. Je vous rappelle qu'en France, puisque quelqu'un parlait de la France, la pratique religieuse est passée de 90% à de l'ordre de 5%. Ben, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'appelle la laïcité. Le mot déchristianisé date de 1792. La révolution s'est faite contre l'Église et non pas contre la royauté. En Angleterre, il y a toujours une royauté, ça ne les gêne pas. La déchristianisation, 1877, politique de la Troisième République. Bon. Et donc, c'est une preuve vis-à-vis de la déchristianisation de l'État et de la puissance publique et vis-à-vis donc de la reconquête de la légitimité politique et de la renaissance de la France. C'est vraiment, j'allais dire, l'arme pantocratique absolue, apologétique. Alors, concluons. Donc, je devais vous prouver que le linceul est le point d'Archimède pantocrator de cette nouvelle forme de testament, donc l'alpha et l'oméga, et qui engage, je vous le dis, je nous le dis, notre destin personnel et notre réalisation. Faisons un petit arrêt sur image. On vous parle toujours du durable. Durable, durable, durable. Mais la vie n'est pas durable. Tout ce qu'on vous raconte est périssable. Si vous réfléchissez, tout ce qu'on nous raconte actuellement ne sert à rien. D'ailleurs, la vie ne sert à rien, puisque vous accumulez toute votre vie et c'est remis à zéro à votre mort. C'est-à-dire que s'il n'y a rien après la mort, vraiment, pourquoi s'ennuyer? Pourquoi s'exciter? Pourquoi revendiquer? Donc l'intérêt du linceul de Turin, c'est que ça nous apporte le message du durable. L'éternité, il n'y a rien de plus durable que l'éternité. Donc le linceul nous engage personnellement et notre civilisation, puisque nous voyons maintenant que tout part en eau de boudin, si je peux dire. L'école, la France, tout. Il y a même une invention auquel les Grecs n'avaient pas pensé, c'est de considérer qu'une paire, c'est un couple. Une paire de chaussettes, bon, maintenant c'est un couple. Mais les paires de chaussettes ne se reproduisent pas. Bon, allez, bon, enfin bref. On tombe dans le ridicule, dans l'abject. Ce qui caractérise cette époque, c'est bêtise, barbarie, bestialité. Alors je continue. Donc ça nous engage personnellement et notre égal. Bon, alors je vous ai donné l'état d'esprit initial, qui était évidemment, je me disais, mais enfin, comment sommes-nous tombés si bas? Ce dégoût devant cette inertie, donc à laisser perdurer ce procès de Jésus, ce décalage entre cette mesure de notre avilissement par rapport à ce que nous pouvons faire. Donc je vous ai montré comment inverser cet état d'esprit. Et si je ne me suis pas trompé dans vos regards, comment passer de cet état d'esprit à l'enthousiasme? Le linceul est un objet de science, un objet de foi et un objet d'enthousiasme. Enthousiasme, vous savez que l'étymologie, c'est entheos, qui porte Dieu en soi. Alors, il n'y a pas d'objet plus d'enthousiasme que le linceul, vous l'avez compris. Enfin, je vous ai donné les armes d'invincibilité, je vous ai prouvé qu'elles ont triomphé pour vous donner l'élan victorieux, décisif, pour passer de l'acte et aux actes d'ailleurs du symposium. En conclusion, la vérité ou la mort, vaincre ou mourir, sinon physiquement, du moins moralement, l'être durable ou le néant éphémère, nous n'avons plus le choix. Une seule solution,
nous est proposé s'engager corps et âme dans cette nouvelle croisade de la vérité pour traduire en actes cette preuve irréfragable au sein de l'espace public dans toutes ses conséquences. Parce que si le linceul est refusé, c'est dans toutes ses conséquences scientifiques, religieuses et politiques, pour qu'elle règne, cette preuve, en vérité et en réalité dans les esprits, les lois, la société en France et partout dans le monde, dès maintenant, et qu'avec elle, grâce à elle, nous puissions enfin exister à nouveau. Parce que je peux dire que les disciples de la vérité sont constamment exclus, actuellement, dans tous les domaines, jusqu'à la médecine. Et que nous puissions exister à nouveau, intellectuellement, religieux et politiquement. Bon, c'est in hoc signo vinces, effectivement. In hoc, c'était le fameux signe de la bataille de Vilnius, de Constantin. Et c'est donc le linceul, c'est bien l'étendard et le temple à reconstruire pour la nouvelle croisade lancée le 23 octobre à Rennes de l'année dernière.